Oui, donc bonjour à tous. Alors on va changer un petit peu de domaine, on va passer dans le monde de l'assurance et même le monde de la réassurance. Donc rapidement, je vous expliquerai ce que c'est. Et on va vous présenter l'utilisation de litho 3D pour améliorer la modélisation de la submersion marine à la CCR. Alors, je clique. Qu'est-ce que la CCR ? La CCR, c'est une société anonyme de réassurance. Alors la réassurance, c'est l'assurance des assureurs. C'est-à-dire que les grands groupes d'assurance comme Allianz, Matmut, Pacifica, Groupama se réassurent chez nous dans certains cadres que je vais expliquer rapidement afin de pouvoir assurer l'indemnisation des sinistrés. Donc la CCR, c'est une société qui appartient à l'État français, mais nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous sommes une société anonyme et nous sommes environ 270 personnes et on regroupe 3 principales catégories d'activités. Donc celle qui nous caractérise le plus, c'est la réassurance publique qui est particulière au niveau de l'assurance, c'est qu'elle permet de couvrir ce qu'on appelle des risques inassurables, quelque part que personne ne voudrait assurer, comme les risques de catastrophes naturelles, donc qui est principalement ce qui nous concerne dans notre service, c'est pour ça que je l'ai mis en gras. Mais il y a également des réassurances de risques exceptionnels liés au transport, la réassurance responsabilité civile des exploitants de navires, installations nucléaires. Vous voyez également réassurance des risques d'attentats et d'actes terroristes. Enfin, c'est des choses relativement assez inassurables. Et puis la réassurance du complément d'assurance crédit public. Alors, je vous avoue, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Donc dans le cadre de cette réassurance publique, ce qui se passe, c'est que l'État garantit une couverture illimitée. Donc le rôle de CCR, c'est de collecter des fonds, d'avoir de l'argent pour pouvoir assurer les assureurs qui, eux, derrière, pourront vous indemniser. Je vais peut-être le détailler un peu plus. On a également une activité de réassureur classique sur des branches beaucoup plus classiques, type non-vie, spécialité transport, aviation, assurance de vie. Et alors, également, nous sommes gestionnaires pour l'État des fonds publics et en particulier le fonds Barnier. Mais nous sommes juste les gestionnaires, nous, on n'est pas décideurs, hein, donc ça reste le ministère qui est décideur. Et également, on est membre fondateur de l'Observatoire national des risques naturels, l'ONRN, depuis 2012. Alors, notre département études techniques et réassurance publique, comme je l'ai dit rapidement, nous sommes chargés de concevoir, mettre en œuvre et gérer des instruments performants qui permettent de répondre à des besoins de couverture exceptionnels pour ces clients, donc les assurances, mais quelque part pour les assurer aussi, dans le cadre d'un intérêt général. Et notamment, toutes ces actions, c'est pour permettre de maintenir l'équilibre financier du régime de catastrophes naturelles. Alors je pense que vous avez tous entendu parler aux infos, telles communes ont été reconnues CatNat, parce que y a eu des orages exceptionnels, ces choses-là. Donc lorsque les communes sont reconnues CatNat, hop, ça passe chez CCR. Donc le rôle de CCR, c'est de pouvoir estimer en amont combien vont coûter certains événements catastrophiques. Donc pour ce faire, CCR a mis en place depuis une quinzaine d'années un département de modélisation. Donc c'est pour ça qu'on est assez atypique, parce qu'on est au sein des assureurs, mais on est quand même des scientifiques. Et donc pour ce faire, on fait de la modélisation, on collecte auprès des assureurs des données afin de nous permettre de mieux caractériser les périls et de connaître la vulnérabilité. On fait des travaux de modélisation. Alors là, j'insiste, il faut que notre modélisation soit homogène France entière. C'est quelque chose d'important. Donc ceci pour mesurer l'exposition des territoires aux risques naturels, estimer le coût d'un événement qui vient de survenir, donc pour pouvoir mettre de l'argent de côté, savoir un petit peu en amont combien ça va coûter à l'État ou à CCR. Et puis également, on fait de la modélisation sur des événements historiques. Combien ça coûterait si cet événement se produisait aujourd'hui. On voit rapidement les périls que nous modélisons. Donc le petit graphique montre que nous couvrons les principaux périls qui touchent la France. Donc nous modélisons l'inondation, le ruissellement, le débordement, la submersion marine, les sécheresses géotechniques, donc là les aléas retrait gonflement des argiles que le BRGM connaît bien, les séismes et les vents cycloniques dans les dômes. Depuis 2011,
On s'occupe également de modéliser le terrorisme. Alors ça c'est pas évident, mais on y arrive. Alors juste pour recibler un petit peu pourquoi Jean-Philippe est là, c'est que donc dans le département on est une équipe très orientée R&D. Donc on est dans un milieu d'assureurs mais on fait de la R&D. C'est une équipe pluridisciplinaire avec des hydrologues, des sismologues, enfin, un sismologue, historien, statisticien, actuaire, géomaticien. Donc c'est une équipe assez scientifique. Avec, contrairement peut-être au Languedoc-Roussillon, on a quand même des puissances de calcul assez importantes parce qu'effectivement, il y a beaucoup de données à gérer. Donc on a pas mal de cœurs de calcul, des dizaines de térabytes de stockage. Et puis parfois, on a besoin d'avoir recours à des ressources extérieures. Et au niveau des partenariats, donc, on travaille énormément avec des références dans le domaine, donc Météo France, BRGM, IRSTEA, l'IPG, le CERTIT, le CNES et Predict qui est ici, qui nous fournit des alertes avant que ça n'arrive. Voilà, donc je passe la parole à Jean-Philippe qui va vous détailler l'utilisation de litho 3D dans la modélisation de la submersion marine. Merci Nathalie. Donc tout d'abord, pour vous présenter un peu nos objectifs en termes de modélisation, Nathalie les a évoqués. Il s'agit déjà d'un premier temps d'être en mesure d'estimer le coût d'un événement quelques jours après sa survenance afin d'informer nos clients, mais aussi l'État français et puis le public de l'ampleur d'un phénomène. Donc le deuxième objectif est d'estimer l'exposition du littoral au risque de submersion. Donc il peut s'agir de l'exposition physique, savoir les zones du littoral français qui risquent le plus d'être submergées et d'avoir des dommages importants, et aussi de l'exposition financière pour connaître le coût d'un événement selon une période de retour donnée et selon sa localisation. Enfin, le troisième objectif est d'être en mesure d'anticiper l'impact potentiel du changement climatique et de l'évolution du niveau de la mer. Donc le schéma que vous voyez ici représente notre chaîne de modélisation pour la submersion marine. Elle repose sur 3 modèles. Alors le premier est le modèle d'aléa. Ce modèle permet de caractériser de manière physique l'événement en localisant les emprises qui risquent d'être submergées et les hauteurs d'eau associées. Ce modèle est combiné à un modèle de vulnérabilité qui est basé quant à lui sur les données de police d'assurance qui sont transmises par nos cédantes, c'est-à-dire nos clients. Donc pour chaque police d'assurance, on dispose d'informations sur la localisation de la police, le type de risque, à savoir si c'est un risque industriel, agricole, un particulier, un locatif, etc. On dispose d'informations sur la valeur assurée. Et enfin, si une police est sinistrée lors d'un événement, on a également le coût du sinistre. Donc cette base de données a été valorisée pour calibrer un modèle de dommage donc qui permet d'assembler les sorties du modèle d'aléa et les sorties du modèle de vulnérabilité afin de déduire le coût que pourrait avoir un événement, soit à l'échelle globale, soit à l'échelle départementale, communale, etc. Donc le modèle qui a été développé repose beaucoup sur la partie modèle d'aléa, donc qui fonctionne quant à lui sur 3 niveaux. Le premier niveau est l'estimation des niveaux d'eau en mer sous l'influence de la houle et de la surcote atmosphérique. Le deuxième est la modélisation des vagues pour estimer le déferlement des vagues et la surcote qui va être associée. Et donc ces 2 modèles nous permettent d'avoir une estimation du niveau d'eau en mer qui est ensuite propagée par un modèle d'inondation dans les terres sur un modèle numérique de terrain. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que la qualité de ce modèle numérique de terrain est cruciale pour la qualité de nos simulations. Donc c'est ce que je vais essayer de vous illustrer avec 2 cas d'études. Alors le premier correspond à la modélisation déterministe d'un phénomène, à savoir la tempête Xynthia. Donc nous avons essayé de simuler les emprises qui ont été inondées lors de cet événement. Et vous en avez un exemple pour le secteur de Châtelaillon-Plage, qui est situé pas loin de La Rochelle, avec à gauche le modèle numérique de terrain que nous utilisons actuellement, qui est un modèle numérique commercial avec une résolution de 25 mètres, et à droite, le modèle numérique de terrain litho 3D,
Alors on voit tout de suite, ça saute aux yeux, que les sorties de simulation sont différentes. Vous avez en bleu les zones qui ont été effectivement inondées lors de cet événement, et en jaune les laisses de crue pour indiquer les secteurs qui ont été touchés. On voit notamment que le modèle numérique de terrain à 25 mètres que nous utilisons surestime très fortement les emprises inondées au nord de la petite carte. Donc pour illustrer cet effet, on peut regarder la coupe transversale à droite. Donc vous voyez une coupe transversale qui part du trait de côte jusque dans les terres, avec l'altitude du modèle numérique de terrain que nous utilisons et l'altitude de litho 3D en pointillé. On voit tout de suite que le premier pic est fortement sous-estimé par notre modèle numérique de terrain, c'est-à-dire qu'en fait il sous-estime la hauteur de la digue et de ce fait il va entraîner une submersion plus importante parfois du littoral. Par la suite, son altitude devient plus élevée que litho 3D, notamment dans les zones urbanisées où il a un aspect lissé, et donc il va sous-estimer l'ampleur du phénomène. Donc tout ça pour dire que ce modèle numérique de terrain a une influence très importante sur la qualité des simulations qui sont les nôtres. Alors un second exemple qui correspond quant à lui à notre modèle probabiliste. Ce modèle permet d'estimer notamment sur chaque pixel du MNT la période de retour de la submersion. Donc en rouge, il apparaît les zones qui sont touchées très régulièrement, et en bleu, les zones présentant des périodes de retour beaucoup plus importantes. Donc en rouge, cela correspond surtout à la mer. Vous avez à gauche le modèle numérique de terrain que nous utilisons, et à droite, le modèle numérique de terrain litho 3D, avec deux exemples dans le Finistère. Et là encore, on voit que les résultats de simulation sont très différents. Litho 3D permettant globalement de détecter des secteurs plus étendus qui présenteraient un risque de submersion, tout en évitant certains secteurs qui seraient submergés très régulièrement selon notre modèle numérique de terrain initial. Donc on comprend assez bien l'intérêt que présente litho 3D pour la modélisation des submersions marines. Donc notamment, il permet de mieux représenter les obstacles à l'écoulement et donc les zones d'aléas résultantes. Litho 3D pourrait permettre également de travailler à une échelle plus fine, c'est-à-dire de 1 à 5 mètres, et là encore d'être mieux en mesure de qualifier l'aléa. Et puis on peut envisager aussi d'utiliser litho 3D pour des modélisations plus détaillées, à savoir une meilleure représentation du déferlement des vagues, qui est très lié en fait à l'estimation de la pente de la plage, ou encore la modélisation des zones estuariennes. Enfin, on envisage également l'utilisation de litho 3D dans le modèle d'inondation, donc d'inondation générée par les précipitations sur les communes littorales. Cependant, pour ce faire, on a besoin vraiment d'un modèle qui soit homogène à la France entière, parce que c'est à cette échelle que nous générons nos estimations. On ne peut pas se permettre d'utiliser litho 3D dans un secteur et un autre modèle numérique de terrain dans un autre, puisque notre calibration de modèle ne correspondrait plus à ce qui serait effectué. Donc c'est là qu'interviennent les limites quant à l'utilisation de litho 3D. Comme cela vous a été présenté ce matin, il n'est pas encore disponible sur l'ensemble du littoral français. Et puis, donc, la carte a été complétée depuis, mais en rouge, on retrouve les zones où litho 3D est désormais disponible. Et puis, donc, dans les données que nous avons récupérées, nous avons localisé des zones où il était encore incomplet. Peut-être que cela a été corrigé depuis. Mais donc, ce serait intéressant pour nous d'avoir ce produit de manière complète. Donc, pour conclure, pour nous, litho 3D apparaît comme une donnée essentielle pour la modélisation des submersions marines et des inondations à la CCR. Et je vous remercie de votre attention. Oui, alors Erika Joly de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Simplement un petit complément sur votre slide.
6 et 7, les données que vous utilisez sur la partie Xintia et donc la faute sur mer sont donc la partie litho 3D, on va dire terrestre, que en fait l'IGN met à disposition. Donc puisque c'est un secteur qui n'est pas à l'heure actuelle, et c'est ce que Yves-Marie Tanguy expliquait ce matin, c'est un secteur qui n'est pas couvert par les données bathymétriques. Malheureusement, on aimerait bien que ça le soit. Donc voilà, c'était juste un petit complément d'information sur cet aspect-là. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on utilise litho 3D uniquement dans la propagation de l'eau dans les terres. Et bon, on envisage par la suite de l'intégrer dans notre modèle hydrodynamique, donc au large cette fois-ci. Mais on attend justement d'avoir tout sous la main. Le MNT au pas de 25 mètres, c'est la BD Alti Non, c'est pas la BD Alti. D'accord. Vous pouvez le citer. Hein. C'est le MNT Intermap. Si vous pouvez aller sur du coup le dernier slide, c'était par rapport à l'OCTUDI. Donc du coup, vous auriez pu réagir aussi également par rapport au conseil départemental du Finistère. Là, dans ce qui a été du coup acheté en 2012-2013 pour le litho 3D partie maritime, c'est ce qu'on a expliqué ce matin pour le Finistère. Il y avait déjà de la donnée préexistante. Il se trouve que sur le sud du Finistère, c'était une zone Natura 2000 qui allait jusque Pinmar. Donc effectivement, sur l'OCTUDI, ça n'a pas été revolé en 2012-2013. Quelque part, c'est un petit peu un manque. Vous envisagez ? Ben, pour le moment, non. Enfin, là, je me tourne du coup vers le conseil départemental, parce que là, nous, on est en producteur. Ça pourrait, enfin, ça devrait faire l'objet d'un complément. Oui, donc là, ça pourrait faire l'objet d'un vol d'opportunité le jour où on aurait un chantier, effectivement, parce que c'est régulièrement demandé. L'île Tudy est une zone qui pose problème actuellement aux décideurs. Et sinon, vous avez écrit disponibilité de la partie terrestre de litho 3D, c'est disponibilité de litho 3D. Les zones que vous montrez, ce sont des zones où la bâtie et le terrestre sont déjà fusionnés. Donc, je répète, il existe 3 produits. Il existe un produit bathymétrique, un produit, pas bathymétrique, maritime, un produit terrestre et le produit litho 3D. Et donc là, ce que vous montrez, c'est bien la partie de litho 3D. Donc il y a du commun, bâti et terrestre. Merci. Donc, on vous remercie d'avoir signalé votre intérêt pour avoir une couverture nationale et on reviendra bien entendu vers vous pour se faire entendre auprès des ministères concernés. Mais on vous rappelle également que si vous aviez des zones d'intérêt particulier, parce qu'il y a un souci particulier de prévision de sinistres, mais il faut revenir vers l'hygiène et le CHUM en particulier quand il y a des levées en cours et que vous savez qu'il y a des zones prioritaires, n'hésitez pas à travailler avec le CHUM pour avoir une priorisation des traitements de données si besoin.